Je m'appelle Lana Sheffield et, pendant la majeure partie de ma vie, ma famille a traité mes réussites comme un bruit de fond. Il y a quelques semaines, j'ai décidé de tester cela une dernière fois. J'ai envoyé un message dans notre conversation de groupe familial, disant que j'avais été invité à recevoir un prix national, que la cérémonie serait retransmise en direct et que cela signifierait beaucoup pour moi s'il venait ou au moins regardait. J'ai regardé la bulle de saisie clignoter, me préparant au pire. Ma sœur a répondu la première. Elle s'est moquée du message, a qualifié le prix de stupide et a dit qu'elle allait à un concert à la place. Un instant plus tard, ma mère est intervenue. Puis mon père a ajouté la phrase qui m'a marqué, « Ne nous le reproche pas si nous n'y allons pas », comme si ma plus grande soirée était une corvée facultative que j'essayais de leur imposer par la culpabilité. J'ai lu leur message 2 fois. Je n'ai pas argumenté, je n'ai pas expliqué ce qu'était réellement le prix, je ne leur ai pas dit qui serait dans cette salle ni combien de personnes regarderaient. J'ai juste souri, tapé un seul mot, d'accord. Et j'ai posé mon téléphone, écran vers le bas, sur la table. Cette décision a tout changé. Le soir de la cérémonie, leurs billets de concert n'ont pas empêché ce qui s'est passé ensuite. Pendant qu'ils chantaient à tue-tête, mon nom était prononcé à la télévision en direct, mon visage remplissant les écrans au-dessus de leur tête. Et soudain, tout le monde autour d'eux a su exactement qui j'étais, bien avant que ma propre famille ne le sache vraiment. Avant de vous dire ce qu'il a dit et ce qui s'est passé après que je sois sorti, dites-moi, quelle heure est-il pour vous en ce moment? Et d'où regardez-vous? Je suis curieuse de voir jusqu'où cette histoire voyagera. Pour comprendre comment tout cela a pu arriver, il faut savoir comment c'était de grandir chez les Sheffield. Sur le papier, nous ressemblions à n'importe quelle autre famille d'un quartier calme de Las Vegas. En réalité, nos rôles étaient établis bien avant que je sois assez grande pour le remarquer. J'étais l'enfant qui gérait les choses, celles dont les professeurs n'avaient jamais à se soucier. Ma sœur aînée, Blair Sheffield, était la personne autour de qui tout le monde tournait. Si Blair avait un match, une répétition, une nouvelle obsession, la semaine s'organisait autour de son emploi du temps. Mon jeune frère, Corey Sheffield, était le petit dernier à qui on pardonnait presque tout tant qu'il faisait rire les gens. Ma mère, Donna Sheffield, aimait à dire en plaisantant qu'elle avait une star, une aide et un comédien. Elle ne le disait jamais pour être cruelle, mais cela vous indiquait exactement où je me situais. Mon père, Keith Sheffield, travaillait de longues heures et rentrait prêt à entendre parler de la dernière grande nouvelle de Blair. J'ai appris très tôt que si je voulais passer du temps avec lui, je devais attendre qu'elle ait fini de raconter ses histoires. Cela a commencé modestement. Un projet dont j'étais fier était mis de côté parce que Blair avait un tournoi à venir. Je mentionnais quelque chose de la classe et mon père hochait la tête, puis se tournait pour poser des questions sur l'entraînement de Blair. Quand Corey faisait une blague, tout le monde se tournait vers lui. Quand je parlais, les gens profitaient de ce moment pour se resservir à boire ou débarrasser les assiettes. Rien de tout cela n'était assez dramatique pour être qualifié d'injuste. C'était une série de choix discrets qui m'ont appris que mes nouvelles passaient en second. J'ai arrêté d'essayer de rivaliser avec les performances de Blair et les facéties de Corey. Je suis devenue celle qui réglait les problèmes avant que quiconque ne les remarque. Si un formulaire devait être signé, je m'assurais qu'il soit sur la table. Si Internet tombait en panne, je redémarrais le routeur. Si mes parents oubliaient un rendez-vous, je le leur rappelais. Plus je devenais responsable, moins ils semblaient me regarder directement. Ils aimaient les résultats, pas la personne qui les produisait. Ils voyaient une fonction fiable, pas une fille avec sa propre vie. Au lycée, je prenais rarement la peine de partager quoi que ce soit, à moins qu'un professeur n'impose une réunion parents-professeurs et que les éloges doivent être faits à ma place. Blair avait 3 ans de plus, et dans son monde, il y avait toujours un public. Les entraîneurs, les directeurs de chorale, même les voisins parlaient d'elle avec une sorte d'enthousiasme qui faisait rayonner mes parents. Quand quelqu'un à l'épicerie posait des questions sur notre famille, il commençait par la dernière performance de Blair et les blagues de Corey. On ne parlait généralement pas de moi, à moins que la personne n'insiste. Je me disais que je n'avais pas besoin des projecteurs. Je me suis consacré à la seule chose qui m'appartenait, résoudre des problèmes sans fanfare. J'ai trouvé ma voie dans un domaine où le travail comptait plus que la personne qui le faisait. Où je pouvais rester en coulisses et laisser les résultats parler. Cela correspondait à la version de moi-même que ma famille m'avait appris à être, la personne qui intervenait discrètement, réparait les choses et partait avant que quiconque ne le remarque. Les années ont passé ainsi. Les anniversaires,
les fêtes et les réunions de famille suivaient le même schéma. Les projets de Blair donnaient le ton. Corey flottait grâce à son charme. Je maintenais tout en ordre. Si je partageais une réussite, c'était perçu comme un petit détail poli, puis l'attention se reportait sur ce que Blair avait en cours cette semaine-là. Quand l'opportunité du prix national s'est présentée, cela ne semblait pas réel. Tout a commencé par un courriel d'un comité demandant plus d'informations sur un projet que mon équipe avait achevé. J'ai répondu à leurs questions et je suis retourné travailler. Même lorsqu'ils m'ont réécrit pour me dire que j'avais été présélectionné, je ne me suis pas précipité pour le dire à mes parents. Je pouvais déjà imaginer comment la conversation se déroulerait. Au lieu de ça, j'ai gardé ça pour moi pendant que le processus suivait son cours. Il y a eu des appels téléphoniques, des entretiens et de longs formulaires me demandant d'expliquer pourquoi notre travail était important. Des membres de l'organisation ont parlé à mon patron et à des collaborateurs qui avaient vu l'impact de près. Chaque étape faisait avancer les choses, et pourtant, je restais silencieuse à la maison. L'invitation officielle est arrivée un après-midi dans ma boîte de réception alors que j'étais entre deux réunions. Elle précisait la date de la cérémonie, le lieu et le fait que l'événement serait filmé et retransmis. Mon nom était là, d'une manière que je ne l'avais jamais vu auparavant. Lié à quelque chose qui ne pouvait pas être balayé d'un revers de main comme une petite victoire personnelle. J'ai fixé ce courriel pendant un long moment. Pour la première fois depuis des années, j'avais quelque chose que ma famille ne pouvait pas facilement minimiser, un moment qui existerait, qu'ils s'en soucient ou non. Pendant un bref instant, ce n'était qu'à moi. Au moment où cette invitation est arrivée dans ma boîte de réception, mon travail avait déjà discrètement changé ma vie depuis des années. J'ai fini dans les communications d'urgence parce que c'était le seul endroit où mon habitude de tout décortiquer se transformait en atout. J'ai rejoint une petite équipe qui développait des logiciels pour les villes, des outils qui tentaient de gagner quelques secondes sur les temps de réponse lorsque les gens appelaient à l'aide. Ma partie était le moteur de routage, la pièce qui surveillait les schémas de circulation, la capacité des hôpitaux et l'historique des appels, puis suggérait où chaque ambulance devait se rendre. Dans une ville comme Las Vegas, où les lumières des casinos restent allumées toute la nuit et où les sirènes ne s'arrêtent jamais vraiment, quelques secondes pouvaient faire la différence entre une frayeur et une tragédie. La plupart de ce que je faisais se trouvait dans des dépôts de code que personne en dehors du bâtiment ne verrait jamais. Je passais des nuits blanches à parcourir des journaux d'appels et des flux de capteurs, à la recherche de schémas étranges qui pourraient ralentir une équipe. Quand le système fonctionnait, il n'y avait ni gros titres ni discours. L'écran d'un répartiteur s'illuminait avec une recommandation claire. Une équipe arrivait plus vite à la bonne porte, et la vie continuait. La première personne qui a traité ce travail comme plus qu'un bruit de fond fut le Dr Selma Rod, la directrice de notre groupe de recherche. Elle a remarqué que je me portais volontaire pour les ensembles de données les plus complexes, les cases embrouillées qui faisaient fuir les autres. Au lieu de me dire de me détendre, elle m'a entraîné dans des conversations sur l'architecture et les modes de défaillance. Et elle a dit à voix haute que mon besoin de comprendre chaque détail était une force. Sous sa direction, notre projet a commencé comme un pilote discret dans une partie de la ville. Après la mise en service du logiciel, les chiffres au sein du département ont commencé à changer. Les temps de réponse moyens ont diminué. Moins d'appels transités entre les stations. Les répartiteurs envoyaient de courtes notes après des week-ends difficiles, disant qu'ils se sentaient moins impuissants. Nous lisions chaque message, réparions ce qui était cassé et déployions le système un peu plus loin chaque trimestre jusqu'à ce que nos cartes couvrent toute la vallée. La nomination pour le prix est venue de l'extérieur de notre bureau. Un coordinateur régional a extrait les données de l'année précédente, a créé des graphiques montrant combien de personnes avaient reçu des soins plus rapidement et a envoyé le dossier complet à un comité national qui suivait les innovations en matière de sécurité publique. Je ne savais même pas que mon nom était dans la discussion jusqu'à ce que Selma me demande de venir dans une salle de conférence un après-midi et ferme la porte. Elle m'a dit que le comité voulait parler à la personne qui avait conçu le cœur du moteur de routage et que toutes les flèches dans leurs documents pointaient vers moi. Il y aurait des entretiens, a-t-elle dit, et un long processus d'examen dont j'entendrais surtout parler indirectement. J'ai ressenti l'envie familière de minimiser la chose. Dans ma tête, ce n'était encore que du code, de la reconnaissance de forme, juste moi faisant ce que personne d'autre ne voulait faire pendant autant d'heures. Selma ne m'a pas laissé m'en tenir là. Elle m'a rappelé les gardes de nuit passés à surveiller les tableaux de bord en direct. Le bug tenace qui avait pris un week-end entier à tracer.
La fois où un répartiteur avait appelé notre numéro d'astreinte en larmes parce que le nouveau système avait déplacé une équipe en position juste à temps. Si la reconnaissance venait, a-t-elle dit, ce serait moins pour des mathématiques astucieuses que pour avoir refusé d'abandonner un problème jusqu'à ce qu'il soit résolu. L'examen s'est étalé sur les mois suivants. Le comité a envoyé des listes de questions qui m'ont forcé à expliquer notre travail en langage simple. Ils ont demandé des chronologies anonymisées d'appels traités avec le nouveau système. Ils voulaient savoir ce que cela signifiait en termes humains qu'une ambulance arrive quelques minutes plus tôt un soir de week-end chargé. Au bureau, nous continuions à publier des mises à jour et à gérer les incidents pendant que la décision était prise quelque part bien au-dessus de nous. Il était plus facile de se concentrer sur le prochain déploiement que d'imaginer la pièce où ces gens étaient assis avec mon nom à leur ordre du jour. Quand le courriel officiel est finalement arrivé, j'ai dû le lire 2 fois avant qu'il n'ait un sens. Le sceau d'une agence fédérale figurait en haut de la page. Le message disait que j'avais été sélectionné pour recevoir un prix national de l'innovation en sécurité publique, que la cérémonie se tiendrait dans la salle de bal d'un hôtel du centre-ville et que le programme serait enregistré et diffusé dans le cadre d'un événement plus large honorant. Différents types de services. Il y avait une ligne sur le fait d'amener des invités, une brève note sur un possible intérêt médiatique et un lien vers un programme rempli d'instructions de sécurité. Pendant une journée, j'ai gardé cette nouvelle entre les murs de notre bâtiment. J'ai transféré le courriel à Selma et à mon manager. Des gens se sont arrêtés à mon bureau avec des sourires stupéfaits et des tapes dans la main maladroite. Quelqu'un a imprimé l'invitation et l'a scotché sur le réfrigérateur de la salle de pause. Mon chef d'équipe a plaisanté sur le fait de devoir pratiquer notre posture au cas où une caméra passerait sur notre rangée. Selma m'a serré l'épaule et m'a dit doucement que ce prix ne changeait pas qui j'étais. Cela signifiait simplement que d'autres personnes étaient enfin forcées de voir ce que j'avais fait au grand jour. Ce n'est que ce soir-là, assise seule à ma table de cuisine avec le dossier d'information étalé devant moi, que la section sur les invités a cessé de sembler théorique. Au milieu de la page se trouvait une phrase simple, « Vous pouvez inviter jusqu'à 4 membres de votre famille ou amis. » J'ai fixé ces mots assez longtemps pour que la glace dans mon verre fonde. J'ai imaginé des chaises vides dans la rangée réservée à mon nom. J'ai imaginé mes parents et Blair sous les néons du strip, complètement inconscients de ce qui se passait de l'autre côté de la ville. Une partie de moi voulait garder tout ça pour moi, comme je l'avais fait pour toutes les autres victoires qui ne correspondaient pas à leur idée d'un grand événement. Une autre partie de moi, la plus petite et la plus en colère, voulait qu'ils voient ça, qu'ils comprennent ou non. Au moment où le ciel du désert était devenu complètement noir, j'avais pris ma décision. J'ai ouvert notre conversation de famille, rédigé une invitation soignée et l'ai envoyée avant de pouvoir la réduire à quelque chose qu'ils pourraient ignorer. Le soir de la cérémonie est arrivé plus vite que prévu. En fin d'après-midi, j'étais dans une chambre d'hôtel du centre-ville, debout devant un grand miroir, pendant qu'une styliste ajustait le dernier pli d'une robe sombre. L'invitation demandait une tenue de soirée, le genre de look soigné que je ne voyais habituellement que dans les reportages et les galas de charité. Sous les lumières douces de la pièce, je ressemblais à une version de moi-même que je reconnaissais à peine. Quelqu'un que les gens pourraient fixer un instant avant de passer leur chemin. En bas, l'événement battait déjà son plein. Badge de sécurité, table d'enregistrement et programmes imprimés transformaient le hall en un labyrinthe contrôlé. Des membres du personnel avec des casques se déplaçaient entre les groupes d'invités. Chaque personne présente représentait une catégorie de services, santé publique, éducation, infrastructure, intervention d'urgence. Mon nom se trouvait dans la section centrale du programme, niché entre des personnes dont je n'avais lu le nom que dans des rapports. Je me suis plié aux instructions que les organisateurs nous avaient données pendant la répétition. Rencontrez le coordinateur. Donnez son téléphone quelques minutes pendant qu'il confirme vos informations. Posez pour une photo rapide devant une bannière avec trop de logos. Acceptez un badge avec votre nom et le mot « lauréate » en dessous. Suivre un membre du personnel dans la salle de bal où des caméras attendaient sur des trépieds silencieux. La salle semblait irréelle. Des tables rondes remplissaient le sol, chacune marquée de petits cartons. Une estrade basse longeait le mur du fond avec un simple pupitre au centre. Au-dessus, 3 grands écrans pendaient comme des murs supplémentaires, prêts à afficher des noms, des séquences vidéo et la retransmission en direct dont les organisateurs n'arrêtaient pas de parler. Je savais qu'un de ces écrans montrerait mon visage plus tard. Je savais aussi exactement qui ne serait pas dans les rangées en dessous. Notre section était près du milieu de la salle. Selma m'y a rejointe, une présence stable dans un costume noir sobre,
imperturbable face aux paillettes environnantes. Les membres de mon équipe sont arrivés les yeux écarquillés, me serrant la main ou me donnant une petite tape sur l'épaule en prenant place. Pendant quelques minutes calmes, le bruit de la salle s'est estompé. Tout ce que je sentais, c'était le poids du moment qui pesait de tous côtés. Le programme a commencé par des discours de responsables qui avaient fait de ce genre de scène leur deuxième maison. Ils ont parlé de service, de sacrifice et du travail invisible qui maintient les villes en fonctionnement. J'écoutais à moitié présente, à moitié ailleurs. J'essayais de ne pas imaginer mes parents et Blair franchissant les portes. J'essayais de ne pas les imaginer s'installer dans les sièges vides à côté de mes collègues. J'avais envoyé le message. Ils avaient fait leur choix. Ce soir ne concernait pas les chaises vides. Quand la catégorie des services d'urgence a été annoncée, mon attention est revenue brusquement dans la salle. Une courte vidéo a été diffusée sur les écrans, montrant des répartiteurs à leur console, des équipes se faufilant dans la circulation, des images satellites de réseaux urbains la nuit. Un narrateur a expliqué ce que notre logiciel faisait en termes généraux et prudents. Ils ont mentionné mon nom une fois, de manière nette et neutre, et j'ai senti le coude de Selma frôler le mien. Puis le présentateur a lu la carte dans sa main, décrivant un système de routage qui a raccourci les temps de réponse moyens des ambulances dans toute la vallée de Las Vegas. Il y avait une phrase sur les vies atteintes plus tôt, sur l'importance des secondes lorsque les gens appellent à l'aide. Finalement, il a prononcé mon nom complet et m'a demandé de monter sur scène. Marcher jusqu'au pupitre, c'était comme se déplacer sous l'eau. Les applaudissements ont monté et se sont fondus en un seul son. Les lumières de la scène effaçaient les contours de la foule, ne laissant que des formes et des éclairs. J'ai accepté une plaque de verre qui captait la lumière et une poignée de main d'une personne dont je connaissais le titre, mais dont le visage ne semblait pas tout à fait réel. Un photographe a capturé l'angle où je souriais sans tout à fait croire que tout cela se produisait. Quelque part au fond de mon esprit, une scène plus petite se déroulait. Je pouvais presque voir ma famille dans la salle de concert de l'autre côté de la ville, déjà à leur place pendant que le groupe terminait une chanson. J'imaginais les écrans du hall diffusant des publicités, puis brièvement un segment d'actualité sur l'événement auquel j'assistais. J'imaginais mon propre visage apparaissant entre les publicités de bière et les dates de tournée. Mon nom imprimé en bas d'un fil d'actualité sur lequel il n'avait pas pris la peine de poser de questions. Après avoir quitté le pupitre et être retourné à la table, le reste du programme a continué autour de moi comme un film que j'avais déjà vu. Plus de noms, plus d'applaudissements, plus d'histoires de travail qui restent habituellement dans l'ombre. Mon téléphone, silencieux dans mon sac, a vibré une fois avec une notification en captant à nouveau le signal du bâtiment. Ailleurs dans la ville, d'autres écrans ont clignoté et ma famille a finalement vu ce pourquoi ils avaient été trop occupés pour être présents. Après la fin du programme et l'extinction des caméras, la salle de bal s'est vidée dans des échos feutrés et le cliquetis des verres. J'ai récupéré mon téléphone à la table d'enregistrement et je l'ai senti vibrer sans arrêt dans ma main, l'écran s'illuminant avec un flot de notifications qui s'empilaient plus vite que je ne pouvais les effacer. La plupart des alertes étaient celles que j'attendais. Des messages de collègues, des courriels de responsables de la ville, une longue conversation sur notre canal d'opération où quelqu'un avait posté une capture d'écran floue de moi sur scène. Enfoui sous tout ça, il y avait des dizaines d'appels manqués des 4 mêmes numéros et un déluge de SMS non lus dans la conversation familiale. L'heure de la première rafale correspondait parfaitement au moment où le concert aurait fait une pause. J'ai ouvert la conversation et j'ai laissé la barre de défilement sauter. En haut se trouvait mon invitation, discrète et petite. En dessous, la réponse où ma sœur avait rejeté le prix comme une corvée inutile, et mes parents s'étaient rangés de son côté. Plus bas, le ton changeait radicalement. Les messages de ma mère étaient des blocs anxieux, parlant des écrans géants au-dessus de l'arène et des gens se retournant pour la dévisager quand mon nom est apparu. Mon père avait écrit que des inconnus leur demandaient s'ils étaient de ma famille. Il a ajouté des commentaires sur leur fierté, sur le caractère incroyable de tout cela. Les SMS de Blair étaient plus courts, plus secs, pleins de points d'exclamation qui faisaient de tout une performance pour une foule invisible. J'ai lu chaque message lentement. Il décrivait le bruit dans la salle lorsque le clip de la cérémonie est apparu. La façon dont les fans à proximité avaient essayé de prendre des photos de la diffusion, les questions qui ont suivi lorsque la légende sous mon image a précisé mon titre de poste. Personne n'a mentionné le fait qu'ils avaient choisi un concert plutôt que d'être dans la salle. Ils ont écrit sur le choc, la fierté et l'incrédulité, comme si la seule chose qui comptait était le côté spectaculaire de la révélation. Pendant un instant, un vieux réflexe a surgi,
l'instinct d'arrondir les angles et de rassurer tout le monde. Je pouvais presque m'entendre taper des messages rassurants, expliquer le projet en termes simples, détourner l'attention de ce qu'ils avaient fait pour la porter sur l'avenir prometteur. Mes pouces planaient au-dessus du clavier pendant que cette version de la conversation se déroulait dans ma tête. Au lieu de ça, j'ai verrouillé l'écran et j'ai baissé le téléphone. Mon équipe attendait à la table, partagée entre la célébration et la fatigue qui suit une longue campagne. Selma a haussé un sourcil en voyant mon visage et m'a prise sur l'appareil. J'ai secoué la tête une fois, pas prête à en parler, et je me suis laissé entraîner dans les petites tâches pratiques de la soirée, finir la photo de groupe, remercier les organisateurs, trouver dans quel fil de VTC attendre devant l'hôtel. Le temps que j'arrive à mon appartement, la ville avait commencé à se calmer. J'ai posé la plaque sur le comptoir, j'ai enlevé mes chaussures et j'ai finalement rouvert le téléphone. Le nombre de messages non lus avait décuplé. À côté de la conversation familiale, il y avait des messages de parents éloignés, d'anciens camarades de classe, de voisins de l'impasse où j'ai grandi. Des liens vers des extraits d'actualité accompagnaient leurs notes, avec des légendes sur la folie de voir mon visage lors d'une soirée sur le strip. Dans la conversation de famille, le ton avait de nouveau changé. Le choc frénétique de la première vague s'était refroidi pour laisser place à quelque chose de plus calculé. Ma mère se demandait si les nouvelles locales voudraient leur parler de ce que c'était d'élever une fille aussi dévouée. Mon père se demandait à voix haute si la ville serait intéressée par une histoire sur le quartier où j'avais grandi. Blair a suggéré l'idée de poster une vieille photo de nos enfants avec une légende disant qu'elle avait toujours cru en moi. J'ai fait défiler jusqu'à atteindre le point où leur nouveau plan se trouvait juste au-dessus des lignes où ils avaient balayé l'invitation. Puis j'ai pris une série de captures d'écran et je les ai enregistrées dans un dossier avec un nom que seul moi reconnaîtrais. Je n'ai pas répondu. Le fossé entre ce qu'ils disaient maintenant et ce qu'ils avaient dit avant ne me semblait pas être quelque chose que quelques messages de fin de soirée pouvaient combler. Dehors, par ma fenêtre, le strip brillait de ses couleurs habituelles, indifférent à qui avait été acclamé dans les salles de bal ou de concert cette nuit-là. Dans mon salon, pour la première fois depuis longtemps, je me suis permis de m'asseoir avec la vérité de ce que leurs mots signifiaient réellement. Le matin s'est installé sans demander quel genre de journée je voulais qu'il soit. Je me suis réveillé avec la lumière du soleil filtrant à travers les stores et la faible vibration de mon téléphone sur la table de chevet. Pendant une seconde, j'ai imaginé que ce n'était que le flot habituel de courriels de travail. Un autre cycle de petits problèmes nécessitant des solutions discrètes. Puis j'ai vu le même groupe de noms en haut de l'écran, superposé à des expéditeurs à qui je n'avais pas parlé depuis des années. J'ai posé l'appareil, écran vers le bas, et je suis allé faire du café. Le calme de mon appartement me semblait fragile, quelque chose que je devais protéger avant de laisser entrer les réactions des autres. Quand la tasse fut chaude dans mes mains, je me suis assise à la table et j'ai déverrouillé le téléphone. Les journalistes avaient déjà commencé à tourner autour. 2 chaînes locales demandaient des interviews. Une chaîne régionale voulait filmer dans nos bureaux. L'équipe de communication de mon département avait envoyé une note sur la gestion des demandes, me rappelant que je n'étais pas obligé de dire oui à chaque fois que quelqu'un pointait une caméra sur moi. Sous ce fil de discussion, l'icône de la conversation familiale brillait encore. Quand je l'ai rouverte, le schéma de la nuit était clair. Après la première vague de choc, mes parents étaient passés directement à la planification. Ils se demandaient quels parents appeler, quels voisins seraient les plus impressionnés, si un journaliste pourrait vouloir des images de la rue où j'avais grandi. Les messages de Blair se lisaient comme des brouillons pour des publications publiques, une nostalgie polie et des affirmations selon lesquelles elle avait toujours su que j'étais destiné à de grandes choses. Corey avait ajouté quelques réactions éparses, comme s'il essayait de garder son équilibre sans prendre parti. J'ai fait défiler tout ça jusqu'à la ligne vide en bas. Tout ce que j'écrirais là serait relu et intégré à l'histoire qu'il raconterait sur nous. La différence maintenant, c'est que je comprenais enfin que j'avais mon mot à dire sur l'accès qu'ils auraient à la version de moi que le monde venait de rencontrer. J'ai tapé lentement, vérifiant chaque ligne avant de la laisser. J'ai gardé le message court. J'ai reconnu que la cérémonie avait été un grand moment, que oui, c'était étrange de voir mon visage sur des écrans dans des endroits où je n'avais jamais mis les pieds. Puis j'ai posé une limite. J'ai dit que je ne voulais pas d'interviews axées sur notre vie de famille, que je ne participerais pas à des reportages sur mon enfance, que toute histoire que j'accepterais de raconter se concentrerait sur le travail et sur les personnes qui en dépendaient. J'ai aussi dit que ça me faisait mal de les voir se démener pour trouver des moyens de profiter de quelque chose qu'ils avaient si vite rejeté. Je n'ai pas cité leur réponse précédente.
Je n'en avais pas besoin. Elles étaient là, dans l'historique de la conversation, et les personnes les plus déterminées à les ignorer étaient celles qui les avaient tapées. J'ai terminé en leur demandant de ne pas contacter mes collègues ni personne du département et en disant que si un journaliste les approchait, j'espérais qu'il choisirait l'honnêteté plutôt que l'image. Quand j'ai appuyé sur envoyer, l'indicateur de saisie est apparu presque immédiatement. Pendant quelques secondes, il a clignoté, comme si personne ne savait qui devait parler en premier. Finalement, la réponse de ma mère est arrivée dans un bloc de texte serré qui tentait de couvrir tous les angles à la fois. Elle a insisté sur le fait qu'ils étaient juste excités, qu'ils étaient fiers à leur manière, que je réfléchissais trop, comme d'habitude. La réponse de mon père est venue ensuite. Plus sèche. Il a écrit que je ne devais pas leur dire comment parler de leur propre fille, qu'ils avaient fait beaucoup de sacrifices au fil des ans, qu'ils n'appréciaient pas d'être fait passer pour un méchant un soir qui aurait dû être une célébration. Blair n'a pas envoyé de paragraphe. Elle a envoyé quelques messages à la place, chacun plus vif que le précédent, m'accusant d'être ingrate, d'essayer de les embarrasser, d'agir comme si je m'étais élevée toute seule. Leurs mots ont eu moins de force qu'ils n'en auraient eu même un an plus tôt. Au lieu de remodeler ma perception de ce qui s'était passé, ils sonnaient comme des échos d'une pièce dont j'étais déjà sorti. Je les ai lus, j'ai attendu de voir si une partie de moi voulait replonger dans l'argument familier sur qui avait fait quoi pour qui, et je n'ai ressenti qu'une sorte de clarté lasse. J'ai fermé la conversation sans répondre et j'ai rouvert le courriel de notre équipe de communication. Ils avaient joint un petit guide médiatique sur les limites et le fait de ne pas se sentir obligé de partager des détails qui me mettaient mal à l'aise. Vers la fin, il y avait une ligne sur le fait que les personnes les plus proches de nous pouvaient parfois être les moins préparées à l'attention du public et qu'il était normal d'imposer une distance. En lisant ces mots, j'ai réalisé que je n'avais pas à attendre que quoi que ce soit change. La distance n'était pas une punition ici. C'était un ensemble de coordonnées que je pouvais choisir pour moi-même. Je suis retourné une dernière fois dans la conversation familiale et je l'ai mise en sourdine pour une année entière. Puis j'ai ouvert les fenêtres de conversation individuelles une par une et j'ai également désactivé leurs alertes. Les messages arriveraient toujours s'ils en envoyaient, mais ma maison resterait silencieuse à moins que je n'en décide autrement. Les semaines qui ont suivi n'ont pas ressemblé à un tour de victoire. Elles ont ressemblé à une remise à zéro. Au travail, le prix est devenu une sorte de raccourci. De nouvelles personnes ont rejoint l'équipe et il a fallu leur expliquer pourquoi des inconnus se présentaient parfois avec des caméras. Des répartiteurs m'arrêtaient dans le couloir pour partager de petits détails que je ne voyais jamais sur un tableau de bord. Un enfant qui est arrivé à l'hôpital avant qu'une crise ne dégénère. Une voisine âgée qui n'a pas eu à passer une nuit seule par terre parce qu'une équipe est arrivée assez vite pour l'aider à se relever. Selma a utilisé l'attention médiatique pour obtenir plus de financement, plus de personnel, plus de gens têtus qui détestaient les problèmes non résolus autant que moi. Au milieu de cet élan, ma vie personnelle s'est réorganisée autour de choix plus discrets. J'ai gardé mon numéro de téléphone, mais j'ai retiré la conversation familiale de mon écran d'accueil. Je suis allé dîner avec des collègues devenus des amis, des gens qui savaient ce que le projet avait coûté et n'avaient pas besoin que je le minimise pour les mettre à l'aise. J'ai rencontré des étudiants en visite au département, j'ai répondu à leurs questions sur l'épuisement professionnel et le sens du travail, et je leur ai dit clairement que le travail comptait plus que n'importe quel gros titre. Parfois, des bribes de mon ancienne vie s'infiltraient. Une connaissance commune mentionnait que mes parents avaient encadré une coupure de presse et l'avaient accrochée dans le salon. Quelqu'un de notre ancienne rue m'envoyait un message direct disant que ma mère parlait de moi sans arrêt lors des réunions de quartier, en omettant toujours la partie où elle avait manqué la cérémonie. Une fois, un cousin éloigné a transféré un long courriel que mon père avait écrit sur le fait d'élever une fille qui n'avait jamais eu besoin de grand-chose de notre part, comme si la distance était un motif de fierté. Je lisais ces nouvelles de seconde main comme je lirais un bulletin météo pour une ville que je n'avais plus l'intention de visiter. Elle décrivait des conditions qui ne pouvaient pas me faire de mal, à moins que je ne décide d'y retourner. J'ai choisi de ne pas le faire. Blair a essayé une autre approche. Quand elle a réalisé que je ne répondais plus dans la conversation de groupe, elle a commencé à poster sur moi en ligne, en me taguant dans de vieilles photos et en écrivant des légendes sentimentales sur le fait d'avoir toujours cru en sa petite sœur. Je lui ai envoyé un seul message direct, mon premier en des mois, déclarant clairement que je ne voulais pas que notre relation soit présentée de cette manière et que si elle continuait, je la bloquerais partout et demanderais à l'équipe juridique du département d'intervenir si nécessaire. Elle a retiré les tags. Elle a continué à poster, mais sans mon nom.
Voilà à quoi ressemblent les conséquences dans mon monde. Pas de scène publique ni de confrontation dramatique, juste une série de portes fermées. Mes parents pouvaient se vanter auprès de quiconque voulait bien les écouter, mais ils ne pouvaient pas m'atteindre directement. Blair pouvait jouer la nostalgie pour son public, mais elle ne pouvait pas réécrire ce qui s'était réellement passé. Corey pouvait rester neutre aussi longtemps qu'il le voulait, mais le chemin pour revenir dans ma vie quotidienne avait été coupé le soir où ils avaient décidé qu'un concert était plus important que d'être présent. Ce qui est resté ouvert, ce sont les parties de ma vie que j'ai choisies intentionnellement. J'ai continué à travailler sur le système de routage et les projets qui ont suivi. Je me suis porté volontaire pour encadrer des stagiaires qui me rappelaient la version de moi-même qui, enfant, dans sa chambre, apprenait tranquillement à un ordinateur à écouter. J'ai rejoint un petit groupe qui examinait les incidents évités de justesse et essayait d'apprendre de chacun, non pas parce qu'un comité pourrait le remarquer, mais parce que quelque part, à l'autre bout d'un appel, un inconnu attendait. S'il y a une leçon à tirer de tout cela, ce n'est pas que le succès répare le passé ou que la reconnaissance publique guérit la négligence privée. Il ne fait ni l'un ni l'autre. Le vrai changement est survenu lorsque j'ai cessé de considérer l'attention de ma famille comme un prix que je devais continuer à mériter. J'ai construit une vie où les gens les plus proches de moi savaient ce que je faisais, se souciaient de son importance et étaient présents bien avant qu'une caméra n'arrive. Si vous retenez quelque chose de mon histoire, que ce soit ceci, vous avez le droit de tracer vos propres limites. Vous avez le droit de décider quelles invitations comptent et lesquelles non. Vous avez le droit de vous éloigner des gens qui ne se souviennent de votre valeur que lorsque quelqu'un d'autre la leur épelle sur un écran. La distance n'est pas de la cruauté quand elle vous permet de rester entier. Merci d'être resté avec moi jusqu'à la fin de cette histoire. Si elle vous a fait réfléchir à vos propres limites ou à la manière dont vous valorisez les gens qui vous entourent, prenez un moment après cette vidéo pour faire le point avec vous-même et avec la personne dans votre vie qui attend peut-être encore que quelqu'un se présente quand il n'y a ni lumière ni applaudissements.